C'est bon? C'est bon, d'accord. Donc, on va commencer. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Tout d'abord, bonjour. Donc, c'est notre quatrième séance. On est toujours dans les récepteurs membranaires. Donc, après les récepteurs couplés aux protéines G, nous avons entamé les récepteurs enzymes ou associés à une enzyme. Donc, jusque-là, nous avions abordé les récepteurs tyrosine kinase, les récepteurs associés à une tyrosine kinase, c'est-à-dire les récepteurs associés à JAK et STAT. Aujourd'hui, on va aborder d'autres récepteurs enzymes. Ce sont des récepteurs qu'on appelle des récepteurs sérine thréonine kinase, parce qu'ils vont phosphoryler donc leur substrat sur des sérines et des thréonines. Et on va voir en fait qu'ils sont capables également de phosphoryler les tyrosines. Ils peuvent recruter les voies des MAP kinases et la voie de la PI3 kinase. Donc la famille de récepteurs qui agissent par cette voie, ce sont les récepteurs de la famille du TGF-bêta. Donc TGF-bêta, c'est le Transforming Growth Factor bêta. Donc il y en a trois, bêta 1, bêta 2, bêta 3. Mais il y a d'autres membres d'autres sous-familles comment on va le découvrir. Donc avant de commencer, donc, je vous ai mis donc dans le Classroom une revue sur la signalisation et les récepteurs kinases chez les plantes. Donc ce document est dédié aux étudiants de filière végétale et donc je propose que ces étudiants nous fassent des exposés concernant les principales voies de signalisation chez les plantes et leurs applications et leurs fonctions. Donc concernant la voie d'aujourd'hui, donc on va d'abord faire une connaissance des ligands qui agissent par cette voie de signalisation. Donc, ils sont nombreux, comme vous le voyez. Donc, il y a 35 membres qui peuvent agir par cette voie de signalisation, qui est simple également, comme la voie de JAK-STAT. Elle est très simple, comme on va le voir. Donc, vous avez la famille du TGF-bêta, c'est le chef de file. Donc, ce sont les mieux connus, les plus étudiés, sur lesquels il y a beaucoup de pratiques en physiopathologie et en thérapeutique également. Il y a une famille d'hormones ou de molécules qu'on appelle les activines et les inhibines. Ils interviennent principalement dans la reproduction. Il y a des hormones comme l'AMH, c'est-à-dire l'hormone anti-mullérienne, donc elle intervient dans le développement du tractus génital. Et puis, vous avez une grande sous-famille qu'on appelle les BMP, c'est-à-dire Bone Morphogenic Proteins, c'est-à-dire des protéines qui interviennent dans la morphogénèse de l'os principalement. Mais en fait, on va voir qu'elles interviennent dans beaucoup d'autres fonctions en plus de leur rôle dans l'os. Et associées à ces BMP, vous avez également des protéines qu'on appelle des GDF, c'est-à-dire des Growth Differentiation Factors, c'est-à-dire des facteurs qui interviennent dans la croissance et dans la différenciation. Et tous ces facteurs, bien sûr, interviennent principalement dans le développement, mais également dans d'autres fonctions. Il y a des ligands qu'on a classés dans cette famille de TGF-bêta, par exemple le GDNF. Donc, on l'a classé dans cette famille parce qu'il possède une structure qui est similaire à ces ligands, mais en fait, sa voie de signalisation, il ne passe pas par des récepteurs sérine thréonine kinase. Son récepteur est une tyrosine kinase qu'on appelle le RET, dont les mutations sont mises en jeu dans le cancer médulaire de la thyroïde, le cancer des cellules T. Donc le GDNF, c'est un facteur de croissance qui possède sur le plan biochimique la même structure que les autres ligands de cette famille. Mais en fait, son récepteur n'est pas une sérine thréonine kinase, mais c'est plutôt une tyrosine kinase. Donc, malgré ça, donc, il est classé classiquement avec cette famille, vu sa structure biochimique et vu la façon avec laquelle il est processé au cours de sa synthèse et de sa sécrétion, qui possède une particularité pour cette famille. Donc, effectivement, cette famille présente une particularité quant à son mode de sécrétion
et à son mode de stockage. Donc, ce sont des peptides, bien sûr, ils sont synthétisés à partir de gènes. Et ces gènes sont transcrits en ARN messager puis traduits en peptides. Et ces peptides il y a une séquence signal qui va être enlevée, qui n'est pas présentée sur ce schéma, on va le voir sur la diapo suivante. Donc tous les peptides sont sécrétés en général, ils doivent passer dans le réticulum endoplasmique, et c'est la séquence signal qui va permettre le passage au niveau du réticulum endoplasmique. Et juste après, cette séquence est enlevée par des protéases. Donc mis à part cette séquence signal qui n'est pas présentée dans cette figure, vous avez le peptide, le pro-TGF-bêta, si on parle du TGF-bêta, il est formé de deux parties. Il est formé par le peptide mature, c'est-à-dire qui possède la fonction physiologique, c'est la partie qui va activer le récepteur, et un long peptide qu'on appelle le prédomaine, le prodomaine, pardon. Donc vous avez un long peptide formé par une partie qui n'est pas active, qu'on appelle le prodomaine. Une partie active, c'est le peptide mature, c'est le TGF-bêta dans ce cas-là. Et vous avez une dimérisation de ce peptide, et en même temps, vous avez des protéases, qu'on appelle des furines, qui vont couper ce peptide à ce niveau-là, pour isoler d'une part la partie active, qui est reliée par des ponts disulfure, un dimère de TGF-bêta par exemple, ou bien de BMP, ou bien d'activine, ou bien de GDF, peu importe. Donc les deux ligands sont reliés par des ponts disulfure. Et d'autre partie, de l'autre côté, vous avez le pro-domaine, qui est également dimérisé, mais qui va être coupé. Donc ces deux peptides vont être coupés, mais ils vont être liés non pas par des liaisons covalentes, mais par des liaisons faibles. Donc cette structure va changer de conformation, va adopter cette forme de séquestration et de mise en réserve, où vous avez le dimère actif de TGF-bêta par exemple, et le dimère du prodomaine qui permet de séquestrer ce peptide et l'empêcher d'agir. Donc c'est une particularité de cette famille. Donc ils sont libérés, ils sont séquestrés par le peptide en prodomaine, en dimère. Ils vont s'associer avec une protéine qu'on appelle la LTBP, c'est-à-dire latente TGF-bêta binding protein. C'est tout simplement une protéine qui va fixer tout ce complexe latent. Donc on l'appelle le complexe latent de petite taille, par opposition au complexe latent de grande taille, qui est constitué du complexe de petite taille, plus la protéine qui est liée à ce complexe. Et l'ensemble va être sécrété à l'extérieur de la cellule. Donc, c'est un peu particulier par rapport à la majorité des ligands. En général, les ligands sont synthétisés, ils sont donc préparés, séparés de toute autre liaison et sont libérés d'une façon libre en monomère ou bien en dimère ou bien en trimère. Et la particularité de cette famille, c'est qu'ils sont libérés dans un complexe latent. Allô, Ashraf? Malheureusement, je suis conscient. Le PC est bloqué, il n'est pas chargé. Les chargeurs qui donc je vais essayer de supprimer le son. Là, c'est bon? C'est bon? Donc, j'ai le son complètement. Je n'y peux rien parce qu'il n'est pas chargé, malheureusement. Mais qu'il charge, d'accord? مسيو ما تبعناش معاك من الاول بعد داك لو بغوي ما قدرناش نتبعوا معاك من الاول سي بوسيبل تقدر تبدا لنا شويه من الاول سي تري برويون وي Prof, c'est possible de créer dès l'affichage. Arrêtez le partage. Arrêtez le partage. Arrête l'écran, oui. Oui. Merci. Non, non, non. Bon, كتسمعوني؟ كنسمعك ولكن راه حيدتي دابا الاخر. حيت لا ديابوزيتيف سي سا. اي ولكن راه كيكتب فيه واحد سميتو اريتي ولا بارطاجي كيكون في ليكرون. دابا مشات لا ديابوزيتيف. مشات ديابو وي. Je vais reprendre l'intégralité de l'écran.
راه ملي كدير اريتي لو بارطاج راه كتمشي لا بريزونطاسيون. لا غير كاين واحد تما واحد سميتو تكتب في ليكرون سميتو تيكتب لنا الكتابه. راه واش خارج لكم ليكرون دابا خارج لكم؟ لا نو نو دابا ما خرجش لنا هذاك. هذاك الميساج راه ديال البريزونطاسيون il n'a rien à voir avec le ce bruit. لا تيبان لنا في ليكرون كيخبى عليها الكتابه. Ah oui. الباج فيك انت وحاول تبريزونطي من الاول. D'accord. Merci. Monsieur, ça marche d'abord. واخا نكملوا الكور نقص لو بروي. Essayez de partager d'abord le contenu de l'écran. Oui, mais c'est ça. C'est bon? واخا نقدروا نكملوا. داك لابارا اشرف واش لابار اللي فيها افيشي لو بارطاج ماسكي ما كتبانلكش في ليكرون كيخبي لك الديابو. كتبان انا غادي نقول لي كليك على ماسك باش تحيد. هو هذيك اللي قلت لكم انايا. انت راه قلت لي كليك على اريتي لو بارطاج. لا ما خداماش نديرها ما خداماش راه من عنده اللي خصو يصاوبها. راه ماشي انت اللي ديرها راه هو اللي ديرها راه هو عنده في الباسه. الا دار ليها اريتي لو بارطاج عاوتاني غير كنمشي للديابو راه قلت لي في الاول اريتي لو بارطاج داك الشيء علاش مشى خصو يدير ماسك باش تحيد ديك لابار. وراه ما رجعت دابا عاوتاني. وي راه حيت دابا دار بريزونطاسيون نو هو دابا غادي كليك على ماسك غادي تحيد. واخا هذا المهم من بعد نشوفوا. ميرسي. اشرف قول لي راه يمكن لينا دابا نكملوا حيت نقص لو بروي. كيسمعنيش واقيلا محيد الصوت من حيد الصوت قبيله اتصل به. انا راني ما بديناش كاع من الاول ما تبعناش كاع لو ديبي لا كان يبغي الاستاذ عاوتاني يبدا لنا من الاول لحقاش لو بروي فريمون كان بروي ما قدرناش نتكونسونطراو مع الشيء يقول الاستاذ. واخا ولكن دابا راه ما بقاش الصوت راه مزيان يقدر يكمل. وراه هو ناقص هو ضعف. الو كتشوفوا ولكن كاين مازال داك الصوت ياك ماشي بزاف ماشي بحال الاول. داكور. غير هذاك لابارا استاذ الا يمكن استاذ تحيدها. وي سي بون. ميرسي وي. كتبان لكم لا ديابوزيتيف. داكور اوكي سي بون. Donc, donc, on va recommencer.
Donc aujourd'hui, on va aborder les récepteurs sérine thréonine kinase. Donc ce sont des récepteurs qui sont dédiés à une famille qu'on appelle la famille de TGF-bêta. Donc c'est une grande famille. Le chef de file, c'est le TGF-bêta, c'est un facteur de croissance transformant, donc transforming growth factor. Les ligands, c'est principalement les TGF-bêta proprement dit. Donc il y en a 3. TGF-bêta 1, 2 et bêta 3. Il y a les activines qui interviennent dans la reproduction, les hormones anti-mullériennes qui interviennent dans le développement du tractus génital, et puis vous avez les BMP et les GDF qui interviennent dans le développement embryonnaire, mais qui possèdent également d'autres fonctions en physiologie à part le développement embryonnaire. Donc je répète, pour le GDNF, donc c'est un facteur de croissance qui est classé dans cette famille juste parce que sa structure ressemble à la structure des autres membres. Sinon, son mécanisme d'action, il passe par un récepteur tyrosine kinase, comme les autres facteurs de croissance. Donc, la particularité de ces ligands, c'est le mode de sécrétion et de stockage. Donc, ils sont synthétisés à partir de gènes qui vont donner donc un pré-propeptide qui contient une séquence signal. Et la séquence signal dans les protéines sécrétées, elle va servir au passage de la protéine au niveau du réticulum endoplasmique. Vous avez un prodomaine et la partie active qu'on appelle le peptide mature, bien mûr. Ces deux régions, donc il va y avoir d'abord l'élimination de cette séquence peptide pour donner le propeptide, c'est-à-dire avec le prodomaine et le peptide actif. Ces deux peptides vont être coupés par des peptidases, par des protéases qu'on appelle les furines. Ils vont rester néanmoins liés par une liaison non covalente. Donc, liaisons faibles vont permettre l'association de ces deux peptides, le peptide mature plus le prodomaine. Ils vont adopter cette conformation-là, une démérisation avec des ponts disulfure entre la partie active, dans ce cas-là le TGF-bêta, et c'est la partie qui va être sécrétée. D'accord ? Donc, une fois synthétisée, elle va s'associer avec une autre protéine qu'on appelle la LTBP. C'est tout simplement la protéine de liaison avec le TGF-bêta. Et c'est le complexe qui va être sécrété. Donc, il va y avoir la sécrétion de tout ce complexe, la protéine de liaison, le TGF-bêta proprement dit et le prodomaine. Et ce complexe va être séquestré au niveau de la matrice extracellulaire. Il va être lié soit à une protéine membranaire, qu'on appelle la GARP, qui va permettre sa séquestration, ou bien il va s'associer, comme vous le voyez ici, avec des protéines de la matrice extracellulaire. Donc, il va être stocké au niveau du milieu extracellulaire, relié avec la matrice extracellulaire et avec des protéines transmembranaires. Et au moment de l'action, suite à des changements au niveau de la région, il va y avoir donc la libération du TGF-bêta, du lieu de séquestration, et il va se fixer sur son récepteur. Et on va décrire ces étapes de la fixation et de la liaison sur le récepteur. Donc, une autre particularité, c'est que les cellules cibles développent de sortes de prolongements qu'on appelle des cytonèmes, de sortes de prolongements cytoplasmiques pour aller chercher, ce n'est pas le TGF-bêta qui va diffuser vers la cellule, mais c'est la cellule qui va envoyer une sorte de bras jusqu'au lieu de la séquestration avec des récepteurs du TGF-bêta pour fixer le TGF-bêta et pour avoir l'action. Donc, de sortes de cytonèmes qui vont permettre aux cellules cibles d'aller c'est une sorte de prolongement de la cellule. Ça ressemble à ce qu'on voit au niveau des cellules nerveuses avec les dendrites, avec des prolongements qui contiennent des récepteurs des neurotransmetteurs. C'est la même chose ici. Donc, les cellules présentent des prolongements cytoplasmiques avec des récepteurs du TGF-bêta au niveau de la membrane. Et ces prolongements membranaires cytoplasmiques vont permettre de venir au contact du TGF-bêta d'une façon distante. Ils vont se fixer au récepteur et vont induire des modifications au niveau de la physiologie de la cellule. Donc, c'est une particularité qu'on ne trouve pas chez les autres ligands. C'est particulier au TGF-bêta et aux autres membres de la famille. Donc, d'une part, la façon de la sécrétion et de la séquestration
et d'autre part, la présentation du ligand à la cellule cible qui se fait par des prolongements de la membrane et du cytoplasme pour que la cellule arrive au contact du ligand. Donc, vous avez là une autre figure qui montre la même chose, mais là avec d'autres précisions. Donc, vous avez le TGF-bêta qui est séquestré par le complexe latent avec le prodomaine, en plus avec la protéine de séquestration qu'on appelle la LTBP, est fixé avec des intégrines qui sont transmembranaires. Et lorsque la cellule va subir des modifications, une force mécanique par exemple, il va y avoir le changement de conformation de tout ce complexe, ce qui va permettre de libérer le TGF-bêta. Donc tout ce complexe, le cytosquelette, c'est-à-dire les molécules de myosine et d'actine vont se fixer sur les intégrines, et cette fixation va modifier la conformation de tout ce complexe pour induire la libération de TGF-bêta. Donc ce TGF-bêta va être libéré suite à des modifications mécaniques, suite à des modifications du stress oxydatif, toutes sortes de modifications vont pouvoir modifier le cytosquelette, ce qui va permettre de libérer le TGF-bêta du lieu de séquestration, et il va ensuite se fixer sur son récepteur pour induire ses effets physiologiques. Alors, les récepteurs sérine thréonine kinase qui permettent au TGF-bêta et aux autres membres de la famille du TGF-bêta d'agir, ils sont de deux types. Il y a le récepteur d'abord de type 2, qui est un dimère. C'est un récepteur membranaire, donc il est fixé à la membrane. On est toujours dans les récepteurs membranaires. C'est un récepteur enzyme, parce qu'il possède dans la partie intracellulaire une partie catalytique, vous voyez en rouge ici, et c'est une sérine thréonine kinase, mais qui possède également une activité tyrosine kinase. Donc, principalement, c'est l'activité sérine thréonine kinase qui va induire les effets physiologiques, mais ça n'empêche que ces récepteurs possèdent également une activité tyrosine kinase, c'est-à-dire qu'ils peuvent phosphoryler leur substrat également sur des acides aminés tyrosine. Donc, la fixation va se faire d'abord sur le récepteur de type 2, et qui va ensuite se dimériser avec le récepteur de type 1. Donc, normalement, on aurait dû appeler ce récepteur le récepteur de type 1, mais c'était le premier à être découvert. Le récepteur de type 1, c'était le premier à être découvert. On s'est rendu compte par la suite qu'en fait, le TGF-bêta s'associe d'abord avec un autre récepteur qu'on a appelé le récepteur de type 2 avant de recruter le récepteur de type 1 pour avoir donc le mécanisme d'action comme on va le voir. Donc les récepteurs, ce sont les récepteurs de type 2 qui sont un dimère avec une partie extracellulaire pour fixer وي راه كاين ان بروبليم دو كونيكسيون واقيلا ما عرفتش شنو كاين هو خرج كاع بروبليم دو كونيكسيون ولا وقيلا بس ما عرفتش شنو عندك لا هو دخلت دوز اكتيف الميكرو Ça va, ça va. وي مسيو وي مسيو Donc, je m'excuse pour ce problème technique. Donc, je suis revenu à l'autre PC.
Je vais donc lancer l'enregistrement. Donc, l'enregistrement est là. Donc, le récepteur, comme j'ai dit, donc il y en a deux, le récepteur de type 2, donc qui possède une partie extracellulaire pour la liaison du ligand, une partie sérine thréonine kinase, mais également tyrosine kinase. Le TGF-bêta se fixe d'abord sur le récepteur de type 2, qui va recruter le récepteur de type 1, qui est également un dimère. Donc, lorsqu'il y a une dimérisation, en fait, c'est la formation d'un polymère, d'un quatramère, avec deux sous-unités du récepteur de type 2 et deux sous-unités du récepteur de type 1. Donc, la voie d'activation, elle est très simple. Donc, vous avez d'une part le ligand, soit un TGF-bêta, une BMP, l'activine ou bien d'autres ligands qui vont se fixer d'abord sur le récepteur de type 2. Donc, c'est une sérine thréonine kinase, mais également tyrosine kinase. Le récepteur de type 2 va phosphoryler le récepteur de type 1, principalement sur des sérines et des thréonines, mais également sur des tyrosines. Et lorsqu'il y a cette phosphorylation, il y a la dimérisation et l'activation de la voie de signalisation. Donc, c'est la même chose qu'avec les autres récepteurs. Donc, une fixation du ligand, une dimérisation et une autophosphorylation. Donc, il peut y avoir d'abord phosphorylation avant dimérisation, ou bien dimérisation avant phosphorylation. Il y a beaucoup de cas de figure. Dans certains cas, il y a la fixation d'abord sur le récepteur de type 1, dans certaines situations. Dans certaines situations, le ligand va se fixer sur les deux récepteurs qui sont déjà dimérisés. Donc, vous pouvez avoir tous les cas de figure imaginables, mais dans la majorité des cas, et pour le TGF-bêta qui est le mieux étudié, le TGF-bêta se fixe d'abord sur le récepteur de type 2, phosphorylation du récepteur de type 1, dimérisation, c'est-à-dire formation d'un récepteur de 4 sous-unités, 2 sous-unités du récepteur de type 2 et 2 sous-unités du récepteur de type 1, et recrutement de certaines protéines que nous allons découvrir qui vont induire donc l'effet physiologique du TGF-bêta. Alors, ces protéines qui vont être recrutées, justement, on les appelle des SMAD. Et ces SMAD sont au nombre de 8. 8 types de SMAD. Nous avons 5 SMAD qu'on appelle des R-SMAD. Ça veut dire des SMAD qui sont activés par le récepteur. Ce sont ces SMAD-là qui vont être recrutés et phosphorylés par le récepteur. Donc, les SMAD de type 1, 2, 3, 5 et 8. En général, nous avons les SMAD 1, 5 vont ensemble et les SMAD 2, 3 vont ensemble également. Pour le TGF-bêta, ce sont les SMAD 2 et 3. Pour les BMP, c'est en général le SMAD 1, 5. Mais on peut trouver d'autres combinaisons pour les autres ligands. Donc, ce sont des protéines, des facteurs de transcription, comme les STAT, qui vont être recrutés par le récepteur. Ils vont être phosphorylés. Donc, les R-SMAD, ce sont 5 protéines qui vont être recrutées sur le récepteur. Ils vont être phosphorylés par le récepteur et activés. Mais leur effet nécessite la présence d'un autre SMAD qu'on appelle le co-SMAD. On l'appelle comme ça parce que c'est le partenaire commun qui est capable de s'associer à tous les autres SMAD. Donc, on l'a appelé SMAD 4. Donc, on a déjà 1, 2, 3, 5 et 8. Donc, le quatrième SMAD, c'est un co-SMAD. Il ne va pas être phosphorylé par le récepteur, mais son rôle, c'est de s'associer aux R-SMAD lorsqu'ils sont phosphorylés. Lorsqu'ils sont phosphorylés, ils doivent s'associer avec le SMAD 4. S'il n'y a pas cette association, le dimère des R-SMAD ne peut pas agir. Donc, il est indispensable. Il intervient après l'activation des R-SMAD par les récepteurs. Donc, ça permet la translocation.
la formation d'un trimère, par exemple les SMAD 2, 3 et 4, ou bien les SMAD 1, 5 et 4, et le trimère va migrer dans le noyau, et c'est ce trimère qui va agir sur la transcription de l'ADN. À côté de ces 6 SMAD, donc 5 R-SMAD et 1 co-SMAD, vous avez 2 SMAD qu'on appelle des I-SMAD. On les appelle comme ça parce que ce sont des inhibiteurs. Ce sont les SMAD 6 et 7 qui vont donc être transcrits comme les protéines SOX pour la voie de JAK et STAT. Et ils vont donc être transcrits, ils vont se fixer sur le récepteur pour empêcher l'activation des SMAD, des R-SMAD par le récepteur. Donc, ça permet d'arrêter la voie et c'est général dans toutes les voies de signalisation. Donc, une voie est activée, elle doit être arrêtée pour qu'il y ait un nouveau cycle d'activation, pour qu'il y ait la physiologie. Parce qu'une voie qui est activée d'une façon continue, bien sûr, ça ne se passe en général que dans la pathologie et non pas dans la physiologie. Donc, la voie doit s'arrêter, doit être inhibée pour qu'elle puisse intégrer de nouveaux signaux pour que le signal se perpétue. Donc, un mot sur la structure de ces SMAD, justement, surtout les R-SMAD. Ce sont des facteurs de transcription, comme les STAT. Tout facteur de transcription doit exprimer une région de liaison à l'ADN, puisqu'il modifie la transcription. Donc, il doit d'abord se fixer sur l'ADN. Et donc, il possède un domaine qu'on appelle MH1, c'est-à-dire MAD homologie domaine 1. C'est ce domaine-là qui va permettre la fixation à l'ADN et l'activation de la transcription. Ensuite, nous avons un domaine qu'on appelle un linker, c'est-à-dire le domaine qui va relier le MH1 avec le MH2. Son rôle, c'est l'inhibition de SMAD en absence de la phosphorylation. En absence de l'activation, le SMAD adopte en fait une structure comme ça. Donc, il est replié sur lui-même. Et ce domaine linker que vous voyez ici, c'est lui qui va permettre ce repliement du SMAD sur lui-même et l'auto-inhibition. Donc, il va permettre l'auto-inhibition. Et ce domaine est un substrat de phosphorylation pour des kinases, par exemple les MAP kinases. Donc, vous pouvez déjà imaginer que les récepteurs tyrosine kinase peuvent modifier l'activité de ce facteur de transcription en les phosphorylant, puisque les MAP kinases peuvent phosphoryler et stimuler ou bien inhiber ce facteur de transcription en fonction de l'acide aminé qui va être phosphorylé. Donc, le troisième domaine, c'est le domaine MH2, c'est-à-dire MAD homologie domaine de type 2. Donc, il a beaucoup de fonctions. C'est lui qui va interagir avec le récepteur, sérine thréonine kinase. C'est lui qui va permettre l'homodimérisation ou bien l'hétérodimérisation. Parce que, comme j'ai dit, ces SMAD, lorsqu'ils sont phosphorylés, ils doivent se dimériser. Et la dimérisation se fait par ce domaine MH2. En plus, il va permettre l'interaction avec le co-SMAD, c'est-à-dire le SMAD4, qui est indispensable à l'activation du dimère. Il interagit avec les protéines qui contrôlent l'activité de l'ADN et la transcription. Et il intervient également dans l'activation de la transcription ou bien la répression de la transcription. Donc, vous avez un facteur de transcription classique avec un domaine d'interaction avec l'ADN, un domaine d'activation par le récepteur, de dimérisation et d'interaction avec les protéines reliées à l'ADN et qui permettent à ce facteur de transcription soit d'augmenter la transcription en recrutant des coactivateurs ou bien de diminuer la transcription en recrutant plutôt des corépresseurs de l'ADN. Donc, sur cette diapositive sont représentés les 7 SMAD avec leur structure. Donc, tout à l'heure, on a vu les R-SMAD qui sont responsables de l'interaction avec le récepteur. Et là, on a tous les SMAD, donc les R-SMAD 1, 5 et 8 avec leur structure, donc MH1, linker MH2. Donc, on ne va pas entrer dans les détails, mais ce qu'on peut voir sur cette diapositive, donc la structure du SMAD4, c'est-à-dire le co-SMAD, qui ne présente pas, comme les R-SMAD, des sérines du côté carboxyterminal.
Donc, vous pouvez voir que les R-SMAD, c'est-à-dire les SMAD qui sont activés par les récepteurs, les SMAD 1, 2, 3, 5 et 8, ils possèdent des résidus sérine du côté carboxyterminal, et ce sont ces résidus qui vont être phosphorylés par le récepteur et qui vont activer ces R-SMAD. Par contre, le co-SMAD, c'est-à-dire le SMAD 4, ne possède pas ces sérines, donc il ne va pas être recruté sur le récepteur et il ne va pas être phosphorylé par le récepteur. Son rôle, c'est de s'associer aux R-SMAD après leur phosphorylation par le récepteur. D'accord ? D'autre part, les SMAD inhibiteurs, comme vous pouvez le voir, donc ils n'ont pas le MH1 qui permet d'interagir avec l'ADN. Ils ont en place une autre séquence, un autre domaine qui va leur permettre d'être recrutés sur le récepteur et de bloquer l'interaction entre les R-SMAD et le récepteur pour inhiber cette interaction. Donc, les R-SMAD possèdent des résidus sérines du côté carboxyterminal qui vont être phosphorylés par le récepteur, qui est une sérine thréonine kinase, et cette phosphorylation va les activer. Ils vont se dimériser, ils vont s'associer avec le SMAD4, qui lui ne possède pas ces sérines, et donc bien sûr, il ne va pas être phosphorylé par le récepteur, il va être activé par les dimères des R-SMAD. Les ISMAD ne possèdent pas le MH1, donc ils sont incapables de se fixer sur l'ADN. Donc leur rôle, c'est d'inhiber l'activité des R-SMAD et des co-SMAD. Alors, comment se fait l'activation de la voie? Donc on a déjà parlé tout à l'heure de la fixation du ligand sur le récepteur du type 2, la phosphorylation et l'activation du récepteur du type 1. Cette phosphorylation va permettre de recruter les R-SMAD. Et comme j'ai dit, pour les BMP, en général, c'est le SMAD 1 et SMAD 5 qui vont être recrutés en dimère, vont être phosphorylés et dimérisés. Par contre, le TGF-bêta et les activines, en général, ce sont les SMAD de type 2 et les SMAD de type 3. Mais il faut savoir qu'il existe des exceptions. Il y a les SMAD 8 également qui peuvent être recrutés. Mais du fait que les ligands les plus étudiés, ce sont les BMP et les TGF-bêta et un peu les activines. Donc, les SMAD qui sont recrutés par les BMP en général, ce sont les SMAD 1 et 5. Par contre, les TGF-bêta recrutent plutôt les SMAD de type 2 et 3. Quel que soit le type de dimère, ce dimère, lorsqu'il est recruté, il est phosphorylé sur des sérines dans la partie carboxyterminale. Et cette phosphorylation va leur permettre de recruter le co-SMAD qui est commun. Donc, il peut s'associer au SMAD 1 et 5. Il peut s'associer au SMAD 2 et 3. Donc, c'est pourquoi on l'appelle le co-SMAD, c'est-à-dire le SMAD commun, c'est le SMAD 4. Et le trimère, c'est-à-dire les deux R-SMAD plus le SMAD 4, qui vont former un trimère, vont migrer dans le noyau. Ils vont se lier à l'ADN grâce au domaine MH1. Ils vont, grâce au domaine MH2, ils vont recruter soit des coactivateurs, ce qui va leur permettre de stimuler la transcription, ou bien, par contre, recruter des corépresseurs et, dans ce cas-là, inhiber la transcription. Donc, ce sont des facteurs de transcription. Et en général, des facteurs de transcription sont capables soit de stimuler la transcription de l'ADN en recrutant un complexe moléculaire avec des coactivateurs, avec la stimulation de la transcription, soit, dans d'autres cas, sur d'autres gènes, vous allez avoir donc le recrutement des corépresseurs et le blocage de la transcription. Et l'effet physiologique, bien sûr, du ligand va dépendre des gènes qui sont stimulés et les gènes qui vont être réprimés. Donc, on retrouve pratiquement les mêmes séquences d'activation que la voie de STAT, donc fixation du récepteur du ligand sur le récepteur, recrutement des facteurs de transcription, activation des facteurs de transcription par la phosphorylation, mais dans ce cas-là, ce sont les sérines qui vont être phosphorylées, une association avec un co-SMAD, donc cette étape n'existe pas dans la voie de STAT, le dimère STAT va pénétrer dans le noyau directement. Dans ce cas-là, il doit y avoir une association avec les co-SMAD, la pénétration du trimère dans le noyau
et l'action sur les promoteurs de gènes en recrutant les co-activateurs pour stimuler la transcription ou bien des co-répresseurs pour inhiber la transcription. Donc, c'est une voie extrêmement simple, mais les effets physiologiques qui sont induits par cette voie, en fait, sont beaucoup plus complexes. Et on va essayer d'en découvrir quelques-uns. Donc, la séquence d'activation, c'est la fixation du TGF-bêta sur le récepteur de type 2. Le récepteur de type 2 va activer et phosphoryler le récepteur de type 1, qui est également un dimère. Le récepteur de type 1 le récepteur de type 2 va phosphoryler le récepteur de type 1 sur des sérines, mais également sur la tyrosine. Et le tétramère va recruter des SMAD 2 et 3, ou bien 5 et 8 qui vont être phosphorylés et vont être activés. Donc, les deux SMAD qui vont être phosphorylés vont s'associer avec le co-SMAD ou bien le SMAD 4, et le trimère va être transloqué au niveau du noyau, où il va activer ou bien réprimer la transcription de plusieurs gènes pour induire l'activité physiologique. Alors, comment se fait le blocage de la voie? L'arrêt du signal. Donc, l'arrêt du signal va se faire par les ISMAD que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire les SMAD 6 et 7. Donc, ils vont d'une part interagir avec le récepteur de type 1 et vont empêcher le recrutement des RSMAD. D'accord? Et ensuite, comme les protéines SOX, elles vont recruter des enzymes qu'on appelle des ubiquityl ligases, mais également des phosphatases, dont le rôle, d'une part, est d'ubiquitiner les récepteurs, et donc leur dégradation par le protéasome, et d'autre part, les phosphatases vont déphosphoryler les récepteurs, ce qui permet d'arrêter le signal. D'autre part, les SMAD 6 et 7 vont inactiver les RSMAD phosphorylés, localisés dans le noyau par des phosphatases ou bien des ubiquitinations, là aussi, avec la dégradation au niveau du protéasome. Donc, c'est ce qu'on découvre au niveau de cette diapositive. Donc, lorsque le TGF-bêta induit l'activation de la transcription, donc il y a beaucoup de gènes qui vont être transcrits, ce qui va donner l'effet physiologique. Et parallèlement à ça, l'un des gènes qui vont être transcrits, c'est le gène du SMAD7, mais également du SMAD6. Et l'ARN messager du SMAD7 va sortir du noyau. Il va être traduit en protéine, la SMAD7. Et la SMAD7 est capable de se fixer sur le récepteur de type 1 pour empêcher les RSMAD de se fixer sur ce récepteur. Donc, il bloque le recrutement des RSMAD et empêche donc leur phosphorylation et empêche donc leur activité. En plus, le ISMAD va recruter une enzyme qu'on a déjà vue, un complexe enzymatique, qu'on appelle l'ubiquitin ligase, qui va fixer les protéines d'ubiquitine sur le récepteur. Et lorsque le récepteur est ubiquitiné, il est dirigé vers le protéasome qui va le dégrader. Il va y avoir la dégradation du récepteur du type 2 et du récepteur du type 1, ce qui permet là aussi d'arrêter le signal, puisque s'il n'y a plus de récepteur, donc il n'y aura plus de signal. D'autre part, on aura des phosphatases qui vont déphosphoryler les récepteurs, qui ne sont pas dégradés, et leur inhibition. Et on aura également des phosphatases dans le noyau qui vont déphosphoryler les SMAD, les RSMAD à l'intérieur du noyau. Et lorsqu'ils sont déphosphorylés, ils vont sortir du noyau, ils vont retourner au cytoplasme et ils vont être inhibés. Donc, plusieurs étapes qui vont permettre l'inhibition de la voie. Et là aussi, ça ressemble beaucoup avec les effets de la protéine SOX dans la voie de JAK-STAT. Donc, c'est toujours empêcher le facteur de transcription d'interagir avec le récepteur, le recrutement d'ubiquityl ligase pour dégrader les récepteurs, et ensuite, vous avez les phosphatases qui vont déphosphoryler d'une part les récepteurs, mais également les SMAD qui sont phosphorylés pour arrêter complètement la voie. Donc, ça, c'est en résumé la voie de signalisation. Donc, comme vous voyez, c'est une voie extrêmement simple, avec un recrutement de facteurs de transcription, l'effet sur la transcription, des protéines inhibitrices qui vont arrêter la voie par différentes méthodes. Donc, ce qu'il faut signaler là aussi, c'est que cette voie de signalisation
va interagir avec les autres voies de signalisation, dans ce cas-là, avec la voie de l'interféron gamma. Donc l'interféron gamma, comme on l'a vu la dernière fois, c'est une cytokine pro-inflammatoire. Par contre, le TGF-bêta, c'est une cytokine anti-inflammatoire. Donc ce sont deux antagonistes. Donc l'un stimule l'inflammation, le deuxième va inhiber l'inflammation. Et l'interféron gamma va induire l'inflammation par plusieurs façons, en stimulant les STAT et synthétisant des cytokines pro-inflammatoires principalement. Mais parallèlement à ça, parmi les protéines qui vont être induites par l'interféron gamma, c'est le SMAD de type 7. Et ce SMAD, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer la voie du TGF-bêta pour empêcher l'effet anti-inflammatoire. Donc, d'une part, il induit l'inflammation en stimulant la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. Et en plus, il va bloquer l'effet anti-inflammatoire du TGF-bêta en stimulant la libération du SMAD7. Donc, c'est une interaction entre la voie de STAT qui est pro-inflammatoire et la voie de SMAD qui est, par contre, anti-inflammatoire. La même chose entre la voie du TGF-bêta et du TNF-alpha. Donc, on n'a pas encore vu le TNF-alpha, c'est ce qu'on va voir la séance prochaine. Donc, c'est une cytokine pro-inflammatoire très puissante également. Le TGF-bêta est anti-inflammatoire. Donc, pour induire son effet anti-inflammatoire, il doit bloquer la voie du TNF-alpha. Et comment il va bloquer la voie du TNF-alpha? C'est en induisant la synthèse d'une protéine qu'on appelle une protéine I-kappa-B. Et cette protéine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bloquer un facteur de transcription, le NF-kappa-B, qui est stimulé par le TNF-alpha. Donc, le TNF-alpha, pour induire l'inflammation, il stimule le NF-kappa-B, ce qui permet d'induire les molécules pro-inflammatoires. Et le TGF-bêta, pour induire l'effet anti-inflammatoire, il doit bloquer cet effet. Et comment il va le bloquer? En stimulant la synthèse d'un inhibiteur du NF-kappa-B, l'I-kappa-B, qui va se fixer sur ce facteur de transcription et va le bloquer. Donc, vous avez, comme j'ai dit la dernière fois, les voies de signalisation ne sont pas des voies indépendantes, mais en fait, elles forment des réseaux de macromolécules qui vont interagir entre elles et d'une complexité extraordinaire. Et le résultat final, en fait, c'est le comportement de la cellule qui va dépendre de l'ensemble des voies qui vont agir sur la même cellule. Donc, vous avez au niveau de la membrane tous les types de récepteurs qui peuvent agir. Les récepteurs couplés aux protéines G, les récepteurs tyrosine kinase, associés aux tyrosine kinase, sérine thréonine kinase, associés aux sérine thréonine kinase, les récepteurs canaux, les récepteurs intracellulaires. Vous avez donc des milliers de messagers qui vont bombarder votre cellule et le résultat du comportement de la cellule va dépendre de l'interaction de toutes ces voies. Donc, d'où la complexité du fonctionnement cellulaire et d'où la complexité de la compréhension de la physiologie d'une part et de la physiopathologie d'autre part et d'imaginer des traitements qui sont efficaces à 100%. Donc, la médecine, c'est une science approximative et la physiologie, c'est également une science approximative. Pourquoi? Parce que le nombre de paramètres qui vont agir sur la même cellule en même temps est extraordinaire. Et en plus, vous avez des interactions, des milliers d'interactions entre toutes ces voies 24 heures sur 24 et la cellule va intégrer tous ces signaux et il va donc prendre une décision en fonction de toutes ces interactions extrêmement complexes. Donc, on va voir que la voie de TGF-bêta peut activer, en plus des voies de SMAD que je viens de décrire, avec l'action sur la transcription. Comme j'ai dit, les récepteurs, ce sont des sérine thréonine kinases, mais ce sont également des tyrosine kinases. Donc, elles peuvent phosphoryler des tyrosines sur le récepteur. Et ces tyrosines qui sont phosphorylées sur les récepteurs vont recruter des voies. Donc, la voie des MAP kinases qu'on a déjà vue, par exemple la GERB2, la SOS et la RAS et l'activation de la voie des MAP kinases. La voie d'autres facteurs, donc ce facteur, le TRAF6, il est lié au récepteur du TNF-alpha. Il va être activé également. Un autre récepteur qu'on appelle le TAC1, qui va être également recruté par le récepteur. Et tous ces récepteurs vont activer des MAP kinases,
Donc, la MAP kinase qu'on a vue avec les récepteurs tyrosine kinase, ce sont les ERK. Il y a d'autres MAP kinases, la GNK et la P38. Et toutes ces MAP kinases peuvent être activées par le récepteur du TGF-bêta, mais également par les autres récepteurs des BMP, des GDF également. La P3 kinase également, donc qu'on a déjà vu avec les récepteurs tyrosine kinase et récepteurs associés au tyrosine kinase, elle peut être également recrutée par les récepteurs du TGF-bêta et phosphorylée sur les tyrosine kinases et activant la voie de ACT et la voie de mTOR. Une autre petite protéine G qu'on appelle une protéine G de type Rho peut également être recrutée par le récepteur du TGF-bêta et l'activation de beaucoup de voies de signalisation. Donc là aussi, ça vous montre donc la complexité de ces voies de signalisation et le nombre de voies qu'un même messager, un même ligand est capable d'activer d'une façon simultanée. Et bien sûr, ça va dépendre des types cellulaires. Donc, toutes les voies ne sont pas activées dans tous les types cellulaires. Il va y avoir des particularités en fonction des situations physiologiques, mais également en fonction des types cellulaires, en plus des interactions entre ces différentes voies. Alors, quels sont les rôles physiologiques? On va en présenter quelques-uns de ces voies de signalisation. Donc, le plus étudié, c'est le TGF-bêta. Donc, il possède des fonctions physiologiques extrêmement importantes. Bien sûr, si ces fonctions physiologiques sont importantes, ça veut dire qu'il va être impliqué également dans la pathologie d'une façon très importante. Donc, un facteur qui a des rôles physiologiques très importants, lorsque il y a une défaillance dans sa voie de signalisation, bien sûr, les maladies peuvent être également très graves. Donc, les fonctions physiologiques, c'est principalement un effet antiprolifératif. Donc, ce sont des inhibiteurs de la prolifération. Ils bloquent le cycle cellulaire. On va voir comment. C'est important pour le développement embryonnaire. C'est important pour la différenciation. Et c'est important également dans le cas de cellules tumorales. Donc, le TGF-bêta a un effet suppresseur de tumeurs. Il bloque le déclenchement des tumeurs en bloquant la prolifération. Et c'est une caractéristique qui est très intéressante, mais difficile à mettre en œuvre. On va voir pourquoi, parce que le tableau est beaucoup plus complexe. D'autre part, ce sont des cytokines qui stimulent l'apoptose, la mort cellulaire. Et là aussi, c'est très important. Le développement embryonnaire, il y a beaucoup de morts cellulaires. À un certain moment, des cellules doivent mourir pour permettre un développement embryonnaire correct. L'apoptose, la mort programmée de milliards de cellules, est importante pendant le développement embryonnaire. Elle est importante également dans le développement des lymphocytes. Donc, les lymphocytes qui risquent d'attaquer l'organisme vont subir l'apoptose. Au niveau des neurones également, au niveau du système nerveux, il y a beaucoup d'apoptose. Et cette apoptose va permettre un développement embryonnaire qui est harmonieux et indispensable. Et là aussi, cette caractéristique du TGF-bêta va permettre de lutter contre les tumeurs, parce que s'il s'agit d'une cellule tumorale, en général, les cellules tumorales, elles refusent donc de répondre aux signaux de l'apoptose, et le TGF-bêta, il induit l'apoptose, donc il va permettre la mort des cellules tumorales, et ces deux vertus font du TGF-bêta un facteur antitumoral qui est très intéressant, mais malheureusement, il possède d'autres facettes qui plutôt ils vont promouvoir le développement de la tumeur. Donc c'est un facteur de croissance un peu ambivalent. Il bloque la prolifération tumorale en inhibant la prolifération et en stimulant la mort des cellules tumorales, mais malheureusement il a d'autres caractéristiques. Lorsque la tumeur est déjà là, elle s'est installée. Dans ce cas-là, le TGF-bêta va plutôt promouvoir, il va aider la tumeur à se développer et à se disséminer au niveau de l'organisme, malheureusement. Donc, c'est un facteur de transcription qui est versatile, avec deux facettes. Une facette antitumorale, lorsque la tumeur ne s'est pas encore développée, donc il empêche la prolifération, il stimule la mort des cellules tumorales, mais lorsque la tumeur est déjà installée, l'environnement va faire du TGF-bêta qu'il va stimuler et il va aider cette tumeur à se développer. Comment? Tout d'abord, en stimulant l'angiogénèse. On sait que les tumeurs ont besoin de vaisseaux sanguins pour se nourrir.
Donc là aussi, c'est une fonction physiologique très importante et positive dans le cas du développement des organes, dans le cas des hypertrophies positives, avec la vascularisation des structures, c'est indispensable. Mais malheureusement, dans le cas d'une tumeur, lorsqu'on aide une tumeur à développer des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire qu'on va lui donner les moyens de se développer, de grandir et de se disséminer. Et c'est ce que fait le TGF-bêta pendant l'installation de la tumeur. Il stimule l'angiogenèse, le développement de vaisseaux sanguins qui vont permettre à la tumeur de se développer. D'autre part, par son effet immunosuppresseur qui est positif physiologiquement là aussi, donc le TGF-bêta bloque le système immunitaire, c'est très important. Donc il a un effet anti-inflammatoire très positif, il a un effet auto-immunité qui est également très positif, donc il joue des fonctions physiologiques très importantes. Il aide à tamponner et à moduler l'activité du système immunitaire pour empêcher, pour que ce système immunitaire n'attaque pas l'organisme sous forme d'une inflammation chronique. Et on sait que beaucoup de pathologies sont inflammatoires, comme les rhumatismes par exemple, et pour bloquer les réactions auto-immunes également. Donc il possède un effet immunosuppresseur. Mais là aussi, dans le cas d'une tumeur, donc le système immunitaire est indispensable pour tuer les cellules immunitaires. Le TGF-bêta, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer le système immunitaire et il va l'empêcher de détruire le système immunitaire. Donc, vous avez là des fonctions physiologiques qui sont très positives, mais que la tumeur va mettre à profit. Elle va les utiliser. Elle va utiliser le TGF-bêta pour avoir ses propres vaisseaux sanguins. Elle va utiliser le TGF-bêta pour bloquer le système immunitaire, pour empêcher le système immunitaire d'agir contre les cellules tumorales, ce qui va permettre à la cellule ou à la tumeur de se développer donc, et échapper de l'effet antitumoral du système immunitaire qui est indispensable. Donc, ce sont deux fonctions physiologiques positives, indispensables, mais que la tumeur va utiliser pour se développer à l'aide du TGF-bêta. L'autre caractéristique, c'est ce qu'on appelle la transition épithélium-mésenchyme. Donc, vous savez que les cellules épithéliales sont reliées entre elles par des jonctions très fortes qui les empêchent de migrer. Et pendant le développement embryonnaire, le TGF-bêta et les BMP vont induire la transformation des cellules épithéliales en cellules mésenchymateuses. Là aussi, c'est indispensable. Ça permet à ces cellules de migrer dans d'autres régions du corps pour se développer, pour donner d'autres organes, pour se différencier en d'autres organes. Mésenchymateux, c'est indispensable. Mais là aussi, la tumeur va utiliser cette caractéristique et le TGF-bêta va induire la transformation des cellules épithéliales en cellules mésenchymateuses. Et ces cellules mésenchymateuses vont migrer vers d'autres régions de l'organisme pour donner ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire des tumeurs secondaires dans d'autres tissus, ce qui va permettre au cancer de se développer. Donc là aussi, une fonction embryonnaire physiologique qui est positive, mais que les tumeurs vont utiliser grâce au TGF-bêta pour développer des métastases, c'est-à-dire une complication du cancer. Et lorsqu'on arrive à l'état de métastase, en général, le traitement devient extrêmement difficile et parfois impossible. Et ça provoque, donc c'est le dernier stade, lorsque les métastases sont là, c'est que la tumeur s'est dispersée. Il va être très difficile de la traiter par la suite. Donc vous voyez que le TGF-bêta, il possède des facettes très positives, antitumorales d'une part, et des fonctions physiologiques très importantes pour le développement, mais malheureusement, les cancers vont utiliser ces fonctions physiologiques à leur profit pour leur permettre soit de se développer, d'échapper au système immunitaire et de migrer dans notre région pour induire des métastases du cancer. Donc, il y a une autre vertu du TGF-bêta, c'est la cicatrisation. Lorsque vous êtes blessé, bien sûr, il va y avoir la réaction inflammatoire. Et à la fin de la réaction inflammatoire, il y a le TGF-bêta qui va être libéré pour bloquer déjà l'inflammation et pour induire la cicatrisation. Il va recruter des fibroblastes et les fibroblastes vont sécréter une matrice extracellulaire. Et cette matrice de ces fibres de collagène, de fibronectine, vont permettre donc de cicatriser la blessure. Là aussi, malheureusement, dans certaines situations, pas en relation avec le cancer, mais en relation avec d'autres pathologies comme les fibroses qu'on peut observer dans les organes vitaux, par exemple le poumon, le foie, le rein, ou bien le cœur. Le cœur, par exemple, lorsqu'il y a une hypertrophie pathologique, suite à une hypertension, par exemple, prolongée, chronique, qui n'est pas traitée,
Cette hypertension va provoquer une hypertrophie du cœur. Cette hypertrophie pathologique va induire la mort des cellules du myocarde. Et lorsque ces cellules vont mourir, ils vont être remplacés par des fibroblastes et de la matrice extracellulaire. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir moins de muscles cardiaques et plus de fibres et de fibroblastes. C'est ce qu'on appelle la fibrose, qui va conduire à l'étape ultime qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, qui peut provoquer la mort par insuffisance cardiaque de l'individu. Donc là aussi, c'est une fonction physiologique qui est positive, qui permet la cicatrisation et l'arrêt de l'inflammation. Mais dans certaines situations pathologiques, surtout dans les organes vitaux, c'est vrai pour le cœur, c'est vrai pour les poumons, c'est vrai pour le foie et le rein. Donc il y a une hypertrophie, la mort des cellules fonctionnelles de l'organe, le remplacement des cellules par les fibroblastes et la matrice extracellulaire, c'est ce qu'on appelle la fibrose. Cette fibrose va induire l'insuffisance de l'organe, donc l'insuffisance hépatique, rénale, pulmonaire ou cardiaque. Et bien sûr, lorsque ces organes vitaux sont insuffisants, en général, la pathologie est très grave. Et si la prise en charge ne se fait pas correctement, donc ça va aboutir à la mort de l'individu. Et c'est l'une des causes principales de la mort, bien sûr, à la fin du vieillissement. Donc, on a parlé du TGF-bêta, on va en parler encore. Mais avant, on va traiter donc un autre membre de cette famille, ce sont les BMP, c'est-à-dire les Bone Morphogenic Proteins, c'est-à-dire des protéines de morphogénèse osseuse. Il y a une expérience, les étudiants qui ont fait de l'embryologie, donc il y a une expérience célèbre qu'on appelle l'expérience de Spemann. Donc c'est un embryologiste allemand qui a reçu le prix Nobel pour cette expérience. Donc il a réalisé une expérience sur l'embryon de grenouille, de batracien. Donc dans le stade de gastrula, il y a donc une différenciation d'un blastopore du côté dorsal chez cet embryon. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Spemann? Il a pris deux embryons, un embryon donneur et un embryon receveur. Donc, sur le donneur, il a prélevé justement ce blastopore, cette lèvre blastoporale. Il va la prélever, il va l'intégrer au niveau de la partie ventrale de l'embryon receveur. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que cet embryon va se développer pour donner deux individus. Ça veut dire que cette région, ce blastopore, va induire la formation d'un deuxième individu. Et lorsqu'il a utilisé des embryons albinos qui vont distinguer les deux embryons, il a constaté que le deuxième embryon provient en fait du premier embryon. Ça veut dire que ce ne sont pas les cellules du blastopore qui vont se différencier pour donner le deuxième embryon. Ça veut dire tout simplement que ces cellules vont induire les cellules du premier embryon receveur pour qu'elles se développent pour donner un deuxième embryon des mêmes cellules du premier embryon. J'espère que c'est clair. Donc, lorsqu'on greffe cette partie, il l'a appelé Spemann, l'a appelé l'organizer, c'est-à-dire l'organisateur. Cet organisateur, il ne va pas se développer en embryon, mais il va tout simplement induire la formation d'un deuxième embryon à partir des cellules de l'embryon receveur. Donc, bien sûr, le mécanisme moléculaire, il n'était pas connu à Spemann, il a été découvert des dizaines d'années plus tard. Et actuellement, qu'est-ce qu'on a constaté avec les techniques sophistiquées? On a constaté qu'en fait, au niveau ventral, vous avez des cellules qui vont sécréter, dans ce cas-là, la BMP4. D'accord? Donc, vous avez un gradient de BMP4 qui est sécrété par ces cellules qui vont se développer sous l'effet de ce ligand pour donner l'ectoderme. D'accord? Par contre, du côté dorsal, le blastopore, ou ce que Spemann a appelé organizer, il va sécréter des molécules qu'on appelle les chordines et les nodines. Et le rôle de ces molécules, c'est de bloquer la BMP4. Donc, vous allez avoir un gradient de BMP4. Plus la concentration de BMP4 est importante, plus vous avez la face ventrale de l'embryon, plus l'effet du BMP4 est inhibé par ce gradient de
de molécules inhibitrices coordinent, plus vous avez le côté dorsal. Donc, en fait, ces ligands et leurs molécules inhibitrices vont permettre de déterminer les plans du corps. Ils vont déterminer la face ventrale, la face dorsale, mais également la face antérieure, la face postérieure, la face droite et la face gauche, grâce à la libération des ligands et aux inhibiteurs de ligands. Donc là où vous avez une concentration très importante du ligand et pas d'inhibiteur, vous allez avoir la face ventrale dans ce cas-là. Et là où vous avez une petite concentration du ligand, mais une grande concentration d'inhibiteurs, vous allez avoir la face ventrale. Et la même chose va peut-être avoir lieu pour le pôle antérieur et le pôle postérieur, le pôle droit et le pôle gauche. Donc, vous avez une combinaison de ligands, une combinaison d'inhibiteurs du ligand avec des gradients de ces ligands et de ces inhibiteurs qui vont déterminer les plans, les grands plans du corps, la face ventrale, la face dorsale, la partie antérieure, la partie postérieure, la partie droite et la partie gauche. Donc, ces molécules sont indispensables à beaucoup de fonctions du développement embryonnaire, mais la principale fonction, c'est la déterminaison des plans, des grands plans du corps, le côté dorsal, le côté ventral, antérieur, postérieur et droit, juste par un gradient du ligand et un gradient d'inhibiteur du ligand qui vont faire que certaines cellules vont recevoir suffisamment de signal, elles vont se développer en ectoderme, et d'autres cellules ne vont pas recevoir suffisamment de signal, et dans ce cas-là, elles vont se développer pour donner le système nerveux, c'est-à-dire le neurotube qui va se développer par la suite en système nerveux. Pourquoi? Parce que la BMP n'arrive pas à atteindre donc le côté dorsal. Donc, on va revenir aux effets anti-tumeurs du TGF-bêta, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ce sont des vertus qui sont très importantes. Donc, le TGF-bêta, comment il va induire justement l'inhibition de la prolifération et la stimulation de la mort cellulaire? C'est à travers son récepteur, les SMAD, qui vont agir sur les gènes de plusieurs protéines. Donc, vous avez des protéines qui interviennent dans le cycle cellulaire, c'est-à-dire dans la division cellulaire, et d'autres protéines qui interviennent dans la mort cellulaire. Alors, le TGF-bêta, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stimuler des peptides suppresseurs de tumeurs. Donc, ce sont des peptides qu'on appelle les P15, P21, P27. Ces protéines bloquent le cycle cellulaire, elles arrêtent le cycle cellulaire, ce qui permet d'inhiber le déclenchement de la tumeur. Et ensuite, le TGF-bêta va inhiber, il va supprimer d'autres protéines. Dans ce cas-là, c'est la CMYC. Et cette protéine, son rôle, c'est de stimuler le cycle cellulaire. Donc, elle peut induire le cancer en stimulant la prolifération cellulaire. Et le TGF-bêta, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer cette protéine et empêche donc la prolifération cellulaire. Donc là, c'est au niveau de la division. Sur la mort cellulaire, c'est la même chose. Le TGF-bêta va stimuler une protéine qu'on appelle la BAX, qui stimule l'apoptose. Donc, cette protéine induit la mort cellulaire. Donc, elle va induire entre autres la mort des cellules tumorales. Donc, comme ça, le TGF-bêta va induire la mort des cellules tumorales. Et ensuite, il va inhiber l'expression d'une deuxième protéine qu'on appelle la BCL2. Cette protéine inhibe l'apoptose. Donc, c'est une protéine qui stimule la survie des cellules tumorales et inhibe l'apoptose. Et le TGF-bêta, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'inhiber, ce qui va permettre d'une part d'arrêter les divisions et ensuite d'induire la mort cellulaire, ce qui permet d'avoir un effet immunosuppresseur, c'est-à-dire un blocage de la tumeur. Et vous pouvez imaginer là aussi, si vous avez, si une personne peut avoir des mutations au niveau de ces cellules de voie de signalisation, que ce soit une stimulation au niveau du récepteur ou bien au niveau des protéines SMAD, bien sûr, vous pouvez imaginer que ces stimulations inhibitrices vont provoquer donc le déclenchement du cycle cellulaire et la prolifération tumorale, comme on va le voir. Donc là, c'est la même chose, c'est l'effet anti-tumeur, anti-prolifération. Donc le TGF-bêta par les protéines SMAD va induire des protéines suppresseurs de tumeurs, la P21, la P15, mais également la P17, qui vont s'associer à des protéines qu'on appelle des cyclines. Ces cyclines, leur rôle, c'est de déclencher le cycle cellulaire. Ils stimulent le cycle cellulaire
Et le TGF-bêta va s'associer avec ces cyclines et il va les inhiber. Donc, il va inhiber, ces protéines vont inhiber les cyclines et empêcher la division cellulaire. Donc, un autre rôle du TGF-bêta, c'est au niveau du système immunitaire. Donc, lorsque vous avez une infection, le pathogène est phagocyté par des cellules qu'on appelle des cellules présentatrices d'antigènes. Il va être dégradé et de petites molécules qu'on appelle des antigènes vont être présentées à la surface de cette cellule présentatrice d'antigènes. Et cet antigène va être présenté aux lymphocytes T de type 4 principalement, mais également aux lymphocytes T8. Et ce lymphocyte T4 va se différencier pour donner différents sous-types de lymphocytes T4 qui vont orchestrer la réaction immunitaire induite. Et dans ce cas-là, vous voyez que le TGF-bêta, associé avec l'interleukine 6, peut induire la différenciation de TH17, donc c'est une sous-famille de lymphocytes T4 qui vont induire l'inflammation. Ils sont impliqués dans les maladies auto-immunes et l'immunité contre les champignons, par exemple. Par contre, s'il y a la libération du TGF-bêta seul, donc le lymphocyte T4 va se différencier en un Treg qui va avoir un effet anti-inflammatoire et un effet immunosuppresseur. Donc, il va bloquer la réaction inflammatoire, il va bloquer donc l'immunité et l'auto-immunité. Donc, le TGF-bêta intervient dans la différenciation des lymphocytes T4 pour induire donc la différenciation de certains types de lymphocytes T4. Donc là, c'est la même chose en relation avec l'immunité et le cancer. Donc la tumeur, justement, les cellules tumorales, vont utiliser ces fonctions du TGF-bêta pour se développer. Donc, elles vont libérer du TGF-bêta pour bloquer le système immunitaire. Donc, elles bloquent donc, les macrophages et la présentation de l'antigène. Les cellules tueuses qu'on appelle des natural killers, c'est-à-dire des tueuses de cellules tumorales, le TGF-bêta va les bloquer. Il va y avoir le blocage des cellules cytotoxiques qui tuent les cellules tumorales également. Il va y avoir donc également l'inhibition des lymphocytes T auxiliaires qui aident à dealer avec les cellules tumorales. Il va y avoir par contre la stimulation de lymphocytes qui vont bloquer davantage le système immunitaire. Donc les cellules tumorales, comme vous le voyez, sécrètent le TGF-bêta. Elles utilisent ce TGF-bêta pour bloquer le système immunitaire directement ou bien en ayant des lymphocytes immunosuppresseurs qui vont supprimer la réaction immunitaire, ce qui permet à la cellule tumorale d'échapper au système immunitaire et de se développer d'une façon libre. Donc pour les BMP également, en plus de leur rôle au niveau du développement embryonnaire, donc on les appelle bone morphogenic proteins, c'est-à-dire des protéines qui vont induire la morphogénèse de l'os, c'est-à-dire le développement de l'os tout simplement. Comment ils induisent cet effet? En agissant sur les ostéoblastes. Donc vous avez les ostéoclastes qui assurent la résorption de l'os, la destruction de l'os. Après la résorption, il doit y avoir la formation. Cette formation se fait entre autres en libérant les BMP par les ostéoclastes qui vont agir sur les préostéoblastes, qui vont se développer en ostéoblastes pour donner la formation osseuse. Donc, les BMP induisent la formation de l'os en agissant sur le développement des préostéoblastes en ostéoblastes, ensuite en agissant sur ces ostéoblastes pour permettre la formation de l'os. Donc, un mot sur les inhibines et les activines. Donc, très rapidement, donc, ce sont des protéines qui agissent au niveau de l'hypophyse postérieure, au niveau de la glande pituitaire. Elles agissent principalement sur la libération de la FSH. Donc, les inhibines vont inhiber la libération de la FSH. Par contre, les activines vont stimuler la libération de la FSH. Et la FSH, donc, elle agit sur la reproduction. Chez le mâle, par exemple, il va agir sur les cellules de Sertoli
pour la synthèse des androgènes, c'est-à-dire pour la synthèse pour agir sur les tubes séminifères pour produire les gamètes, et la LH qui va agir sur les cellules de Leydig pour induire la testostérone. Donc, c'est une activité au niveau principalement de l'hypophyse pour agir sur la sécrétion de la FSH, mais également au niveau des cellules de Sertoli qui vont agir sur la spermatogénèse. Et bien sûr, comme j'ai dit, lorsque on est en présence de mutations au niveau des protéines de cette voie, donc dans ce cas-là, par exemple, une mutation du récepteur de type 2, qui est retrouvée dans beaucoup de cancers, donc le cancer du côlon, colorectal, du pancréas, de l'estomac. Comme j'ai dit, puisque le TGF-bêta possède une activité antitumorale, bien sûr, si ce récepteur devient non actif, bien sûr, l'effet antitumoral n'est plus là et ça va contribuer au développement de certaines tumeurs. C'est la même chose pour le COSMAD. Vous avez des tumeurs, par exemple le cancer du pancréas, où il y a donc dans 50% des cas une mutation du SMAD4. Là aussi, donc ça va empêcher de synthétiser les peptides immunosuppresseurs et les peptides qui induisent l'apoptose, et ceci va induire donc le développement tumoral. Donc là aussi, c'est toujours en relation avec le développement tumoral, avec certaines mutations. Là aussi, donc des mutations au niveau du récepteur, on l'a déjà dit, présentes dans les cancers du côlon. Des mutations de la protéine SMAD4 dans la tumeur du pancréas. Et vous pouvez avoir également des mutations dans d'autres facteurs de transcription associés à cette voie de signalisation, par exemple le FOXO, d'autres protéines qui interviennent dans la transcription. Et lorsqu'on a des mutations au niveau de ces protéines ou bien d'autres protéines qui agissent sur ces protéines, ça peut être donc un facteur qui contribue à l'apparition de glioblastomas, c'est-à-dire des cancers au niveau des cellules gliales, au niveau de la moelle osseuse également, et au niveau du sein, au niveau du cancer du sein. Et puisque cette voie de signalisation est mise en jeu au niveau du développement tumoral, bien sûr, les boîtes pharmaceutiques ont développé des inhibiteurs de cette voie de signalisation, différents inhibiteurs qui interviennent dans différentes parties de ces voies de signalisation. Donc, vous avez des anticorps qui bloquent le TGF-bêta et l'empêchent de se fixer sur le récepteur. Comme vous pouvez avoir des anticorps qui bloquent le récepteur et l'empêchent de fixer le TGF-bêta, comme vous pouvez avoir des récepteurs solubles qui vont fixer le TGF-bêta et l'empêchent de se fixer sur son récepteur. Donc, toutes ces méthodes vont empêcher la fixation du TGF-bêta sur le récepteur, ce qui va bloquer la liaison et empêcher donc l'action du TGF-bêta et de promouvoir la tumeur. Vous avez des molécules qui sont capables de bloquer l'interaction des SMAD, des R-SMAD avec le récepteur. Donc, elles empêchent cette interaction et donc empêchent le TGF-bêta d'agir. Comme vous pouvez avoir des molécules qui empêchent la dimérisation et l'association avec le SMAD4 pour empêcher la formation du trimère et empêcher l'action sur la transcription. Et enfin, vous avez des molécules qui empêchent donc l'expression du TGF-bêta lui-même en empêchant, par exemple, la traduction de l'ARN messager en protéines ou bien la sortie de l'ARN messager du noyau vers le cytosol pour empêcher carrément la production du TGF-bêta. Donc, par des méthodes thérapeutiques, puisque, comme j'ai dit, le TGF-bêta possède deux facettes. Donc, une facette du suppresseur de tumeur, mais malheureusement, une facette de promoteur de tumeur. Donc, il permet à la tumeur de se développer. Donc, dans beaucoup de tumeurs, on est amené dans des états avancés, surtout de tumeurs, là où le TGF-bêta va aider la tumeur à se développer. Donc, la cancérologie va utiliser des médicaments qui peuvent bloquer différentes étapes de ces voies de signalisation pour pouvoir donc bloquer cette voie et aider à traiter et à ralentir le développement tumoral.
Donc, c'était la dernière diapositive de ce cours. Donc, c'est la voie des sérines thréonines kinases, mais qui sont également, je le rappelle, des tyrosines kinases, qui interviennent comme toutes les voies dans des fonctions physiologiques indispensables. Mais malheureusement, ces voies de signalisation peuvent être corrompues, soit par des situations pathologiques, soit par des mutations. Et lorsque ces voies de signalisation sont corrompues, bien sûr, ça peut aboutir à des pathologies qui peuvent être très graves. Dans ce cas-là, donc en général, ce sont des tumeurs ou bien des fibroses dans certaines situations. Et la thérapie donc, va viser donc, les différents constituants de ces voies de signalisation pour permettre de les inhiber ou contribuer au traitement de ces pathologies. Donc, on est dans la troisième famille de récepteurs enzymes. La prochaine séance, on va aborder la quatrième famille, c'est-à-dire les récepteurs associés à une sérine thréonine kinase. Ce sont les récepteurs du TNF-alpha. C'est également une voie extrêmement importante, comme on va le découvrir. Donc, je vous ai mis, comme je l'ai dit tout à l'heure, un fichier, une revue sur la signalisation, les voies de signalisation et les récepteurs kinases chez les plantes. Donc, j'invite les étudiants qui proviennent des filières végétales donc de lire ce document et de chercher d'autres documents et de nous préparer un exposé concernant les voies de signalisation chez les végétaux, les types de voies et les fonctions et quelles sont les applications qui peuvent être adoptées pour soit améliorer la production, soit à des fins de phytothérapie. Donc, ça va être la fin de la séance et je suis là donc, pour prendre, s'il y en a, des questions de la part des étudiants. Donc, au-delà de cet exposé sur la signalisation chez les végétaux, je propose également des exposés concernant, on a trois ou quatre thématiques principalement. Donc, je vais vous proposer des thématiques pour préparer des exposés. Donc, le rôle de ces voies dans la prolifération et les tumeurs. On voit qu'elles interviennent toutes dans ces processus. Le rôle dans le système immunitaire, donc rôle physiologique, et là aussi l'immunopathologie, avec les maladies inflammatoires, c'est une autre thématique, et les maladies auto-immunes. Le rôle, c'est la deuxième thématique. Donc la première thématique, c'est les voies de signalisation et les cancers. La deuxième thématique, c'est les voies de signalisation et le système immunitaire, donc physiologie et pathologie. Et la troisième voie, c'est ces voies de signalisation et maladies métaboliques, donc le syndrome métabolique associé aux maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Donc j'invite donc les étudiants à s'organiser en petits groupes, et chacun des petits groupes va adopter une thématique. Il va préparer un exposé qu'on va suivre ensemble. Donc, on a le temps avec le confinement. Donc, ça va vous inciter à chercher donc, des applications concernant ces voies de signalisation. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur? Oui? Il y a une question concernant l'expérience des embryons. Donc, est-ce que l'ADN final des deux organismes, il est comment? Est-ce qu'il est doublé? Non, il n'est pas doublé. En fait,
n'est pas doublé l'ADN. Ce qui se passe, c'est que ce organizer, comme l'a appelé Spiman, il va donc sécréter des protéines inductrices, ou bien des protéines inhibitrices plutôt. Donc vous avez normalement, chez un embryon normal, vous avez le côté dorsal, le côté ventral. Donc le côté ventral, vous avez la BMP. Et du côté dorsal, vous avez l'inhibiteur de la BMP, la cordine. Vous avez un gradient de BMP. Donc vous avez une concentration très importante de BMP de ce côté-là, une petite concentration de BMP dans ce côté-là. Par contre, pour l'inhibiteur, c'est l'inverse. Pour l'inhibiteur, vous avez une grande concentration de l'inhibiteur de ce côté dorsal et pas d'inhibiteur de ce côté-là. Donc ce sont les deux gradients qui vont faire que vous aurez la partie dorsale de ce côté-là et la partie ventrale de ce côté-là. Alors, lorsqu'on greffe le greffon, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir, la partie ventrale va être ici. Donc, parce qu'on aura deux parties dorsales. Du coup, puisqu'on a greffé le greffon, vous allez avoir l'excès de BMP à ce niveau-là. Vous allez avoir également un excès de BMP de ce côté-là. Donc, ces deux parties vont se développer en partie ventrale parce qu'il y a beaucoup de BMP. Ce sont des cellules qui ne sont pas doublées d'un point de vue ADN. Ce sont des cellules simples. Mais du fait que vous avez une concentration très importante de BMP, vous allez avoir deux parties ventrales qui vont se développer. Et puis, vous avez deux pôles où il n'y a pas beaucoup de BMP. Il y a par contre beaucoup de cordines. Et ces deux parties vont donner les parties dorsales. D'accord? Donc là, vous avez peu de BMP et beaucoup d'inhibiteurs. Et de ce côté-là, vous avez beaucoup de BMP, pas d'inhibiteurs. Vous allez avoir deux parties ventrales qui vont se développer, donc orientées chacune vers une direction, et deux parties dorsales qui vont se développer. Et qu'est-ce qui va déterminer ça? C'est la concentration de la BMP d'une part, qui est très importante dans les parties ventrales, et la concentration de l'inhibiteur qui est très importante du côté dorsal. Sinon, le génome est le même. C'est le génome de l'embryon receveur avec 2 N et non pas 4 N. J'espère que c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, c'est une autre question. Oui. C'est à propos des séances précédentes, c'est quoi la différence entre l'autophosphorylation et la transphosphorylation? Bon, en fait, il n'y a pas une différence. En fait. C'est une différence de terminologie. Donc, vous avez deux récepteurs qui vont se dimériser. On parle en général d'autophosphorylation. Mais en fait, si on regarde ce qui se passe, ce n'est pas une autophosphorylation, c'est une transphosphorylation. Quelle est la différence? La transphosphorylation, c'est que le récepteur 1 va phosphoryler le récepteur 2, et le récepteur 2 va phosphoryler le récepteur 1. On appelle la transphosphorylation. Si on veut parler vraiment d'autophosphorylation, il faut que chaque récepteur s'autophosphoryle. Il faut que la phosphorylation se fasse sur la même molécule. Mais, normalement, c'est une transphosphorylation, mais puisqu'il s'agit d'un même récepteur, c'est un dimer, on parle d'autophosphorylation. Mais tout en sachant, il faut comprendre que les deux sous-unités ne s'autophosphorylent pas, mais en fait, elles se transphosphorylent. Mais puisqu'il s'agit de la même molécule qui est formée par un dimer, on parle d'autophosphorylation, tout en sachant qu'il s'agit de transphosphorylation. D'accord? Donc, l'autophosphorylation, c'est que lorsque la molécule s'autophosphoryle, et la transphosphorylation, lorsque les deux phosphoryles se phosphorylent réciproquement. C'est le cas. Dans la clinique du récepteur tyrosine kinase, on a l'autophosphorylation parce que c'est le même récepteur, il est formé de deux sous-unités. Chaque sous-unité va phosphoryler la phosphorylation adjacente. Donc, ce qui se passe réellement, c'est une transphosphorylation. ولكن كنسميوها une autophosphorylation كما قلت مجازا. D'accord? Il y a d'autres questions?
Oui, monsieur, c'est à propos des exposés, c'est juste pour les étudiants des branches végétales ou bien les autres masters? Bon, Euh, les étudiants de la branche végétale, ils vont nous préparer des exposés sur les voies de signalisation chez les végétaux, les récepteurs kinases chez les végétaux, leurs fonctions et les applications. Pour les autres étudiants, ils vont nous préparer des exposés concernant l'implication des voies de signalisation du schéma TELDEMA, récepteur couplé aux protéines G, récepteur tyrosine kinase, associé aux tyrosine kinase, sérine kinase. Une thématique, le rôle dans les cancers, dans la prolifération et dans le cancer. Le deuxième, dans l'immunité, donc dans l'inflammation, les maladies auto-immunes. Et troisièmement, dans tout ce qui est métabolique, cardiovasculaire, syndrome métabolique, athérosclérose, insuffisance cardiaque. Donc, trois thématiques. Ils sont dédiés plus, les étudiants, les filières animales, pour que chaque groupe d'étudiants trouve, bien sûr, son pôle d'intérêt dans l'exposé qu'il va préparer. Donc, les étudiants, l'idée, le végétal, les voies de signalisation chez les végétaux, et les étudiants, les filières animales, tout ce qui est physiologie et physiopathologie du côté animal. Ça n'empêche que les étudiants végétales, ils peuvent se joindre à des groupes, à des pathologies, ils peuvent également, on ne va pas les empêcher si ça les intéresse. Alors, une préférence. Voilà, il y a un étudiant du côté animal qui serait intéressé par tout ce qui est végétal. On ne va pas l'empêcher de travailler avec le groupe végétal et inversement. D'accord? Oui, et ce qui concerne le nombre des groupes, et le nombre des membres de chaque groupe. Donc, je propose pour compenser, donc, les exposés de la partie 1. Donc, on va prendre la moitié, si vous voulez, de la section. On va dire 6 étudiants par groupe. En groupe, ils préparent un exposé. On va fixer un calendrier pour les présentations. Donc, pour moi, 6, ça me paraît correct. Donc, ça va être un travail de groupe. Donc, ça va être 7 groupes. Ça va être 7 groupes. Je ne sais pas l'effectif exactement. Donc, la moitié, C'est 78. 78. C'est-à-dire une seule filière. Non, احنا كنهضر على الماستر ترون كومان. Tronc commun. Donc, les étudiants, pour votre groupe, parce qu'il y a le groupe de non-reconnaissant également. Donc, pour votre groupe, on va dire que oui, c'est ça, 6 étudiants par groupe. Et ça va être la même chose pour le non-reconnaissant. Donc, des groupes à part, peut-être qu'on va traiter à part, les exposer à part, et qu'on ait des groupes de 6 étudiants également. D'accord, monsieur. Et on n'est pas obligé de faire la première partie. Donc, la moitié de la section va faire de la première partie, et l'autre moitié va travailler sur les chapitres des radiochauffeurs du GIE. D'accord? D'accord, monsieur. Merci. Donc, pas de questions, monsieur. Merci. Donc, bonne journée et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci, monsieur. Merci. أشرف واخا تعاود تشرح لنا داكشي اللي قال على ليكسبوزي. نو ما فهمتيش كلشي. لا في ليكسبوزي واش كيهضر على البارتي ديال بروتين جي وداك الريسبتور اللي هي بروتين جي، لي بارتي الاولين اللي قرينا ولا حتى هادشي داخل هادشي اللي قرينا دابا؟ كلشي دابا هادشي كامل لي 3 سيونس غادي نديرو عليهم اكسبوزي، غنقلبوا على انا على حسب ما فهمت دابا غادي هو بغى يبدا بصحاب الفيجيتال هما اللي غيديروا اكسبوزي الاولين وباش غادي يسالي
لا سيمين بروشين وقيلا غيدير شي كور واحد اخر هو اللي غادي يكون اللي غادي نديرو حنايا فيه لي زيكسبوزي. فهمتوا حنايا مازال ما عطاناش لي سوجي. هو دابا مازال قال بالنسبه للفيجيتال خصهم يديروا لي فوا دي سينياليزاسيون، هو عمم بحال هكا يعني ما حددش يعني كلشي غيكون داخل لي بروتيين جي لي تيرولين كيناز لي ريسبتور اسوسياتيف كيناز وعاد هادو اللي داخلين. ولكن هما غادي يقلبوا ولا لي اس او بوغ لونفيرونمون ما هضرش عليهم، ما فهمتش. حنا ماشي انيمال. كيفاش قال لنا الناس الانيمال حنا ماشي لونفيرونمون ما هضرش عليهم حيت اصلا اورجر. حاول تهضر معاها اشرف، قولي الناس ديال الاس او شنو يديروا. وهو ما هدا لا على لونفيرونمون لا على لانيمال، هو هدا على الفيجيتال بوغ سيت ونو سيونس جوست الفيجيتال بوغ سيت سيونس. لا هو عطيني قال انيمال. الاكسبوزر هما دي ديال الناس ديال الفيجيتال هما اول حاجه. لا قال البيبس، قال لك البيبس اسمعوا عطا السوجي. اسمعوا غيعطي مازال ما عطاش عاد غيعطي لي سوجي عاد جايين فهمتي. غيعطي اكزومبل ديال لي ريسبتور ديال بروتين جي وكذا، ولكن لي سوجي يلا غادي يعطيهم بوغ لي سيونس بروشين هو. ولكن بوغ السيونس غادي يبدا بالفيجيتال بهادشي اللي درنا هاد لا سيونس هادي وغادي يزيدوا يقلبوا فيه. راه عطا لي سوجي لا تتكون عطا لي سوجي. السوجي راه شكون قال لك؟ راه السوجي اللي عطاه راه هو لي فوا ديال السينياليزاسيون، غير هو بالنسبه للفيجيتال حدد لي فوا ديال السينياليزاسيون فين غادي بالنسبه للفيجيتال فين غادي يكونوا فين غادي زعما يديروا لي ريشيرش. بالنسبه للبيبس عطا فين يديروا لي ريشيرش. هو السوجي اون جينيرال هو لي فوا ديال السينياليزاسيون. علاش ما سولتيش على الاس او شنو المسار ديالهم مع لي زيكسبوزي؟ هو اصلا ما قالش البيبس، قال بور لي زوتر ايتيديون. فهمتيني؟ قال انيمال. لا قال انيمال، قال فيزيوباثولوجي انيمال. انا راني كتبت في الكومونتير قلت لك نسولوا على الاس او شنو، لان هضر على الانيمال، هضر على النوروكونيسيون على الناس ديال الاهامي، وهضر على الفيجيتال وما هضرش على الاس او. انا ما سمعتوش انا لا هضر على قال لك اللي سي بوغ لي جون كي اون اون بلوتو انيمال، راه قالها. راني سمعتو قال الناس اللي كانوا دايرين انيمال زعما يمكن يديروا وعطاهم لي سوجي ميتابوليزم باثولوجي ما عرفتش داكشي، وبوغ فيجيتال قال لك هما اللي غادي يسبقوهم. قال لهم هذا لامبليكا شنو هادي؟ قال لهم لو رول دون لو كونسير وهذا ليمونيتي وكارديوفاسكولير. هادشي كله غادي نعاود نهضر مع انا غادي نقول ليه يحدد لي بالنسبه للفيجيتال شنو يديروا، البيبس والاس او شنو غادي يديروا باش كل وغادي نحط كل واحد شنو يدير. صافي حسن. وواحد الحاجه بغيت نقول لكم، زعما ماذا بهم زعما هاد الاساتذه ما يخليوش كلشي تيتجمع علينا. الا كان يدير لنا دي زيكسبوزي ويعتبروا كوم سورت ديكزام ويحسبوا لينا تصغى ميو، وهذاك لي كونترول كونتينيو تحسبوا. راه غادي ندخلوا في لو موا 5 دونك جو بونس با غادي يحسبوا لنا هذا الشيء. الا ما كانش هذا الشيء باقي غادي يزيد يطول، الا ما كانش زعما هذا الشيء باقي غادي يطول. المهم الا ما كانش هادشي غيطول لا سيغمون ندوزو لي زيكزام في الموا 7 كاع ولا ما شوف راه غيكون حل. راه غادي ندوزو دي زيكزام الله يجعلنا ندوزو في لي زونفي كلهم ويفرقونا وداك الشيء. المهم راه كاين حل كاع يدوزو حتى الموا 9 وماش خاصين يعني راه لي زيكزام جايين غير هو هاد لي زيكسبوزار ما يتحسبوش بحال دي زيكزام. سيرتو عند حسني هو ما كيحسبش لي زيكسبوزي كوم دي زيكزام. وحسبي وشحال هو كيشرح في الاخر يحسب لك اكسبوزي اكزام بحال الخدماوي. لا ما بالنسبه للفارماكو شنو غادي نديرو في داك ليكزارسيس اللي عطانا ديال كونترول دو كونيسونس؟ ديجا هذا راه حط لينا لي سيبور ديال الفارماكوسينيتيك والفارماكوديناميك. قريت هذاك الشيء، المهم ما قريتوش كله، ولكن بان لي هذاك الشيء اون غولاسيون مع داك لي ريشيرش اللي عطانا. نعم جابو غير من تما. ديجا انا قريت زعما داك الشيء زعما اون غولاسيون مع لي ريشيرش، انا غادي نجاوب من تما. الا بغيتو كاع نديرو لايف نناقشوا في داك الشيء اللي كاين ما عنديش مشكل. حدوا الوقت وانا معاكم. وين نحدوا الوقت؟ ولكن زعما نلتزموا بالوقت. شنو قلت اليوم معك كازون؟ نخليو لينا دابا واحد النهار نبقاو فيه داكشي لي سيبور وداكشي،
وابخي نديرو شي وقيته نتجمعو فيها. شنو نديرو غدا مع 3 ونص؟ صافي غدا مع 3 ونص والله مزيان. دابا صافي داك ما عرفتش فوقاش غادي يكون عندنا الكور ديال النوتريسيون، حيت قال لنا ما غادي كيل 5 ما غادي نيتريس اللي قالنا يكون عندنا كور. ما قالهاش. ما غادي ماشي ما عندناش ميت ما غادي مع 5 قالها فوقاش قالها؟ ولكن ما غادي مع 5. ما سمعناهش كاع. ما سمعناش كاع والله ما قلتيهاش دابا ماشي. ميساج ماشي قالها هكا زعما قالها جيمايل. واش بغيت نديروها قبل، نديروها غدا قبل ما عييت نديروها غدا هاد اللايفات. نديروها مع الجمعة ولا نخليه تنساليو مع النيتريسيون. صافي ديجا باقي سي عندنا واحد الشابيتر خاصنا نقراو ديال النيتريسيون. غادي يبقى يدوزو النهارات والجمعة خصنا نحطو داكشي. الجمعة سي فري. وي راه الجمعة داكشي اللي خصك نوقت فيها نناقشو، غادي يبقى لك الوقت ديال الريداكسيون وداك. خلينا نخدمو هاد النهار مع 3 ونص. انا ما عنديش مشكل الخدمة. انا جو بونس با اليوم. المهم ماشي مشكل صافي. مازال الربع والخميس. الخميس غيكون عندنا شي كول لا ما عندنا والو. صار الجمعة تردو الدوفوار. الا قرينا عا في النهار واحد ديك الساعات في العشيه تقدري تعاودي تكتبي لا ولا تنبقاو ستريس والله العظيم تبقاو تنتجاراو. زعما الجمعة رمضان. نديرو اليوم في الليل مع 9. في الليل اوكي في الليل نديرو اليوم في الليل مع 9 راه جو بونس ماشي كيكون ليبر. واخا صافي صافي اليوم مع 9 نحاولوا نقراو شويه ديال اللي حاطين الناس اللي قراو ديجا الكور. واش دوك لي كيسيون داخلين في الفارماكوسينيتيك ولا الفارماكوديناميك ولا بجوجهم؟ ما قراتش كاع الكيستيون انا. حتى انا ما قريتهمش، داكشي باش بغيت نسول اين كور نمشيو نقراو. غتقراي كله حيت راه ديجا غيكون واقيلا غولاسيون افيك لي دو شابيتر. بصح نمشيو نيشان حنا لديك البلاصه نعذبوا راسنا نبداو نقراو الكور كامل. المهم راه دابا عندك حتى 9 الليل، دابا قلبي في اللي تخوا في البور قرايهم دابا شنو كاين وفهميهم، ومن عند ان شاء الله كل واحد اللي فاهمها غادي يبارطاجي لي كونيكسيونس مع الاخر. مع 9 بينا مع 9 بينا مع 9 بينا حطوا في الواتساب الميت وحطوا في الواتساب قبل باش كلشي يكون معلوم. المهم انا مع 9 ان شاء الله، ما قبل 9 راه نحط الايام باش المهم يتبارطاجا مع الجروب ديال البيبس وديال الفيجيتال باش نكونوا كنا حاضرين. صافي بارفي. يلا ان شاء الله الله يعاون. اسمح لي اشرف واحد القضيه. وي بالنسبه للفارماكو داير لو 27 هو لو ديرني ديالو، لو 27 راه تجيب له لاندي ماشي لو فوندردي. عرفت ولكن اخويا كتشوف شفت في الدوكيومون داير لك لو فوندردي 24 غادي تجيب الجمعه، دونك حنايا نديروه نعطيو الجمعه حيت هذاك البروف راه كيقلبها منين يشدك داكشي علاش عطيه زمرو. دونك صافي كما قلت فهمتيني نلعبوا مع كل ما حيدنا علينا كل ما احسن، فهمتيني. صافي ما كاين مشكل. حيت يدير معنا حسني حصه اخرى وغادي تجمع عليك الحصه ديال حسنين مع دوك الديفوار وانت هاد الطياره عاوتاني. عندك العقل في القضيه. يلا شكرا بزاف. يلا الله يعاون. موعدنا مع التعليم ان شاء الله. يلا شكرا. يلا باي باي. باي باي.